Voilà, bonjour à tous. Voici la suite du cours sur les notions élémentaires concernant les zones souterraines. Alors on sait maintenant que les eaux souterraines sont localisées dans des aquifères, donc des formations géologiques poreuses et perméables, et qu'elles circulent à des vitesses variables dans ces aquifères. Ces circulations se font toujours des niveaux piézométriques les plus élevés vers les niveaux piézométriques les plus bas. S'il y a circulation, cela implique que les aquifères sont alimentés d'un côté, on parle aussi de recharge des aquifères, et qu'ils sont vidangés d'un autre côté. On va d'abord se focaliser sur cette alimentation, cette recharge de l'aquifère, en essayant de comprendre comment elle est assurée. Et plus particulièrement, on va voir comment l'infiltration d'une partie des eaux de pluie permet cette recharge. Et on verra d'ailleurs à ce sujet que la notion de pluie efficace, qui est souvent évoquée lorsqu'on parle de recharge des aquifères, eh bien, cette notion de pluie efficace n'est pas un terme toujours très juste, très rigoureux, lorsqu'on parle de recharge des aquifères. Mais on va détailler tout cela. Alors, il est temps maintenant de relier les eaux souterraines à ce qui se passe en surface. Ça, c'est important. Voici une coupe schématique dans le versant d'un hydrosystème, avec donc le sol reposant sur une formation aquifère. Une partie de cette formation aquifère est saturée en eau, c'est la zone saturée. On va donc trouver la zone non saturée au-dessus. Et puis on va avoir une surface piézométrique d'une nappe libre superficielle. Les pluies qui arrivent dans le système peuvent suivre en fait plusieurs chemins. Elles peuvent être rapidement évaporées depuis la surface du sol ou depuis la surface de la végétation. Elles peuvent circuler à la surface du sol. Elles peuvent aussi s'infiltrer dans le sol. Et à ce moment-là, elles peuvent être à nouveau évapotranspirées, on va dire, vers l'atmosphère. Bien encore, elles peuvent s'écouler latéralement dans la zone non saturée. Et enfin, elles peuvent s'infiltrer encore un petit peu plus profondément pour aller alimenter la zone saturée, à l'intérieur de laquelle elles vont circuler en direction du cours d'eau. Alors, nous reviendrons sur la question des différents écoulements que l'on perçoit ici un petit peu plus tard. Essayons surtout maintenant de faire un bilan de ces volumes d'eau précipités, évaporés et écoulés. Alors l'unité spatiale sur laquelle nous devons conduire ce bilan est nécessairement celle qui réceptionne les eaux de pluie. Le raisonnement va donc se faire à l'échelle du bassin versant. On va redéfinir ici cette notion élémentaire de bassin versant. Le bassin versant, c'est l'unité géographique qui réceptionne et collecte les eaux de pluie, puis les draine vers un point unique appelé exutoire. Cette eau de pluie reçue par le bassin versant peut être évapotranspirée, alimenter un réservoir superficiel, s'infiltrer et alimenter un réservoir souterrain, c'est-à-dire une formation aquifère, ruisseler et alimenter le débit du cours d'eau. Et même dans le cas où les limites du bassin versant ne sont pas étanches, l'eau de pluie collectée peut gagner un bassin versant voisin et être ainsi perdue. Et pour les mêmes raisons de limites non étanches, le bassin versant peut être alimenté par des fuites en provenance d'un bassin versant voisin, ce qu'on appelle des gains. Donc sur un cycle hydrologique, ce qui arrive par les pluies quitte nécessairement le bassin versant par évaporation ou bien par écoulement à l'exutoire du bassin versant. Ou bien encore, peut rester stocké dans les réservoirs présents sur le bassin versant. Une autre façon complémentaire de voir les choses est la suivante. Le débit du cours d'eau, grand Q, est constitué des pluies arrivant à la surface du bassin versant, grand P, moins ce qui repart par évaporation ou évapotranspiration, grand E.
On nuancera ce bilan élémentaire par le fait que l'eau de pluie va alimenter des réservoirs profonds ou des réservoirs superficiels. On va donc ajouter la variation de stock dans les réservoirs, delta RP profond et delta RS, réservoir superficiel. On notera que ce paramètre est négatif si le réservoir se vidange et il est positif s'il se remplit. On va ajouter encore à cette équation le gain d'eau en provenance d'un bassin versant voisin et on va retirer les pertes ou les fuites vers d'autres bassins versants. On a écrit ici ce qu'on appelle l'équation du bilan hydrologique. Alors concentrons-nous maintenant sur cette recharge de l'aquifère et essayons de comprendre comment ça fonctionne. Comment est-ce qu'on génère cette recharge de l'aquifère? Alors pour y voir plus clair, on va essayer de conceptualiser un petit peu tout cela en considérant qu'un hydrosystème, ce sont des flux d'eau qui circulent entre des réservoirs. Les pluies arrivant à la surface du sol sont évaporées ou bien ruissellent, et le reste va s'infiltrer dans le sol pour s'y écouler latéralement, ou bien alimenter un réservoir que l'on appelle la réserve utile du sol, à partir de laquelle l'eau infiltrée peut être réévaporée. Lorsque la réserve utile du sol est pleine, eh bien l'eau descend plus bas et va alimenter un autre réservoir, l'aquifère. L'aquifère se vidange en alimentant l'écoulement profond, mais il peut aussi également parfois échanger de l'eau par le phénomène de drainance avec les aquifères plus profonds. La drainance, ce sont tout simplement des échanges verticaux d'eau entre des aquifères qui sont superposés les uns sur les autres. On peut même aussi envisager les pertes ou les gains d'eau par drainage latéral, et donc on va appeler ça des pertes ou des gains plutôt que des phénomènes de drainance. Alors sur la base de ce modèle représentant les différents stockages et écoulements de l'eau dans l'hydrosystème, on va réaliser des bilans qui vont nous aider à raisonner et à comprendre ce que devient l'eau de pluie. On peut tout d'abord faire le bilan annuel des quantités d'eau réceptionnées à l'échelle du bassin versant, c'est ce qu'on appelle le bilan hydrologique dont on a déjà parlé juste avant. Le débit d'eau sortant de l'hydrosystème est égal à la quantité d'eau de pluie en entrée, moins l'évapotranspiration, et plus ou moins les variations de stock dans les réservoirs superficiels ou dans les aquifères, et plus ou moins les échanges d'eau avec les hydrosystèmes voisins, soit par drainance, soit par perte et gain. On peut ajouter que ce débit d'eau sortant de l'hydrosystème est la somme des trois écoulements élémentaires, l'écoulement superficiel ES, l'écoulement hypodermique EH, et l'écoulement souterrain ou profond ES. Donc ça, c'est le bilan hydrologique que l'on peut faire à l'échelle annuelle. À une échelle de temps plus réduite, de 24 heures à 1 mois, on peut envisager un bilan qui est, lui, circonscrit au sol. Ce bilan circonscrit au sol, c'est ce qu'on appelle le bilan hydrique. Ce bilan hydrique correspond au bilan des entrées-sorties du compartiment sol. Le drainage profond dP, plus la variation de stock d'eau dans la réserve utile, delta RU. Alors on se souvient à nouveau que la variation de stock, c'est le stock final moins le stock initial. Donc dP plus delta RU est égal aux précipitations en entrée, moins l'évapotranspiration, et moins les écoulements superficiels et hypodermiques.
Donc ça, c'est tout simplement le bilan des entrées-sorties du sol. Venons-en à ce qui nous intéresse le plus ici, la recharge de l'aquifère. La recharge de l'aquifère est en fait le drainage profond. Ce drainage profond, on peut le définir comme suit, en l'isolant dans l'équation du bilan hydrique ci-dessus. Alors, dans tout ça, les pluies efficaces, où sont-elles et qu'est-ce que ça veut dire exactement? Les pluies efficaces, on les définit généralement comme la différence entre les précipitations et l'évapotranspiration. Donc ça, c'est la définition des pluies efficaces. Et donc, d'après l'équation du bilan hydrique, elles permettent non seulement d'alimenter le drainage profond, mais aussi les ruissellements de surface et de subsurface, et de recharger la réserve utile. Très souvent, cette notion de pluie efficace est utilisée par les gestionnaires de l'eau pour évaluer la recharge des aquifères. En clair, on assimile les pluies efficaces en fait au drainage profond. On voit ici que ce n'est pas tout à fait rigoureux, et on peut se demander pourquoi. Tout simplement parce que les paramètres de l'équation du bilan hydrique, eh bien, ces paramètres sont assez difficiles à mesurer, ou même à estimer, sauf les précipitations et l'évapotranspiration. La solution à ce moment-là est de faire l'hypothèse que les paramètres de variation de la réserve utile, notamment de l'écoulement superficiel et de l'écoulement hypodermique, eh bien, ces paramètres sont négligeables devant la différence P moins évapotranspiration. Clairement, cette simplification est en fait inapplicable à l'échelle de temps journalière. Ceci dit, dès que l'on augmente la période ou le temps sur lequel on va faire le bilan, eh bien cette hypothèse devient plus ou moins acceptable, et notamment sur une période suffisamment longue d'au moins 1 mois, on peut effectivement penser à négliger, ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas, simplement on va négliger delta RU, ES et EH devant la différence P moins ET. En conséquence, la simple connaissance des valeurs de précipitation et d'évapotranspiration permet en fait une estimation grossière de la recharge de l'aquifère, et donc, encore une fois, sur une période de temps d'au minimum 1 mois. Voilà. Vous voyez très clairement que d'aborder les notions de recharge d'un aquifère nécessite d'intégrer toute une série de processus hydrologiques qui ont lieu notamment dans la zone non saturée, voire même en surface. D'une façon générale, la gestion des eaux souterraines ne peut pas faire abstraction de ce qui se passe en surface, et la notion de bassin versant devient absolument incontournable. Cette continuité est encore plus évidente lorsqu'on va chercher à comprendre la vidange des aquifères. En plus clair, on ne peut pas gérer séparément les eaux de surface, c'est-à-dire les cours d'eau, et les eaux souterraines, c'est-à-dire les nappes. C'est un tout indissociable. Ce schéma et les notions qui y sont associées, qu'on vient de développer, doivent toujours en fait être présents dans l'esprit du gestionnaire.